Bonjour tout le monde, nous entamons donc aujourd'hui notre nouvelle capsule après avoir travaillé, présenté le genre de la nouvelle au Moyen Âge. Nous allons nous intéresser aux formes de du roman à travers la figure qui en France est incontournable de François Rabelais. Donc, Gargantua est une figure au début, initialement, euh, qui appartient à la culture populaire. Et c'est ce que George Sand écrivait dans Légendes rustiques, donc au 19e siècle. Ceux qui vous racontent ces choses n'ont certes jamais vu le livre, pas plus que leurs aïeux n'ont su son existence. Je croirais que Gargantua est l'œuvre du peuple et que, comme tous les grands créateurs, Rabelais a pris son bien où il l'a trouvé. Et c'est précisément au 19e siècle que les folkloristes commencent à étudier la culture populaire paysanne, ce qu'il en reste, et ils exhument donc cette étrange créature de la culture populaire hexagonale. Je cite un de ces célèbres folkloristes qui va consacrer un livre important à cette figure, c'est Paul Sébillot dans Gargantua dans les traditions populaires, que vous trouvez en ligne, et qui est écrit: « Il n'y a en France aucun personnage populaire dont le nom soit si universellement connu. Il se retrouve aussi bien dans les pays de Languedoc que dans ceux de Languedoy, et un certain nombre de ses aventures sont racontées pour ainsi dire partout avec légère variante. D'un bout de la France à l'autre, on trouve son nom attaché au dolmen, au menhir et au bloc naturel gigantesque. Plusieurs portent ses empreintes. » Donc, c'était une façon pour la culture populaire de rendre compte de ces architectures extrêmement archaïques qui datent de l'Europe mégalithique, euh, et, euh, et qui étaient très peu connues, et encore moins avant donc l'archéologie, etc. Et dont la provenance était vraiment mystérieuse. Alors, on l'attribuait à une sorte de géant fantastique, et des formations un peu étranges qu'on pouvait trouver sur des roches, etc., a été considérées comme étant aussi les traces de ses pas, euh, ou, euh, ou de son anatomie. Il n'est point méchant et rend au contraire volontiers service. Aussi, le peuple, qui le considère comme un être bienveillant, lui a composé tout un ménage proportionné à sa taille. Chacun de ses ustensiles de pierre éveille l'idée de force et d'indestructibilité. On associe aussi des formes un peu fantastiques de certains rochers, etc., à ces créatures. Il a ainsi son berceau, son lit, son siège, ses lunettes, ses sabots, ses souliers, la forme de son soulier, ses bottes, sa canne, son échelle, sa pierre à faux. On montre sa soupière, son écuelle, son verre, sa cuillère, ses palets, etc. Donc, tout ce qui était un peu gigantesque et qui pouvait faire penser à ce type d'instrument, on l'attribuait aussitôt à cette créature légendaire, donc le géant par excellence. Il est si grand que les hauts clochers lui passent entre les jambes comme des brins d'herbe. Il franchit les vallées d'une enjambée, joue au palais avec les menhirs ou les tables de dolmen, tantôt seul, tantôt, mais plus rarement, en compagnie d'autres géants. Les graviers qu'il a dans ses souliers sont des blocs énormes qu'il répand çà et là et qui sont des rochers de la mer ou des pierres immenses. Son appétit est proportionné à sa taille. Chaque province varie quant à la mesure de ce qu'il lui faut pour se nourrir, mais partout on est unanime pour constater quelle quantité de nourriture et de boisson lui est nécessaire. Il n'est pas en reste difficile sur la qualité des mets et il absorbe dans sa vaste gargate, comme dirait un paysan gallo, d'où vient d'ailleurs le terme de gargantua, de la gorge, les mets les plus variés. Quand il boit, il met les rivières à sec et produit dans la mer un si grand déplacement d'eau qu'il avale les navires et les flottes. Aussi, ses déjections forment des collines ou des rochers. Il pisse des rivières. Lorsqu'il meurt,
on est obligé de lui creuser un tombeau de dimensions prodigieuses. Nulle part on ne trouve un gargantua entier, mais on montre les empreintes de ses mains, de ses pieds, voire même de ses fesses, car lorsqu'il touche les rochers, il cède comme une cire molle. Son squelette paraissait si démesuré à l'imagination populaire qu'on n'en cite que des fragments, son petit doigt, ses dents, etc. Donc tout ça, c'est vraiment à partir des recherches sur le terrain de toutes ces légendes autour de cette figure. Tels sont les traits que lui attribue le plus fréquemment la légende et il se rencontre à peu près partout, mais sans jamais former une biographie complète, développée de la naissance à la mort. Il semble résulter qu'il a existé un vaste cycle légendaire dont les héros étaient des géants, ayant pour attribut la résidence ou le passage dans un endroit déterminé du pays, la force, l'énormité, l'appétit, les grandes enjambées. À ces qualités générales sont venus se joindre des fragments très empruntés soit à la légende d'Hercule, soit à celle des géants de l'Orient, voire même à des saints. Chacun de ces personnages a eu une existence à part et un nom particulier, puis à une époque difficile à déterminer exactement, ils ont été pour la plupart dépossédés de leur individualité et ont été absorbés par un seul, Gargantua, de même que l'Hercule romain avait fini par prendre les attributs de tous les autres héros congénères. Si Gargantua est en France une sorte de héros national que chaque province semble revendiquer comme sien en lui assignant une résidence locale, il le doit en grande partie à son nom. Le peuple en a fait le géant par excellence qui, peu à peu, a dépouillé ses nombreux congénères de leurs attributs, de leurs exploits et de leur nom même. Donc, il existe cette tradition. Alors, il y a eu un débat donc au XIXe siècle pour savoir si c'était une tradition qui précédait Rabelais, qu'il avait ou qu'il avait lui-même créé ou en tout cas popularisé ou diffusé. Il existe en fait, avant Rabelais, de façon, et ça c'était déjà connu puisque Rabelais lui-même le reconnaît, il existait un texte de la littérature populaire, donc de la littérature qu'on appelle de colportage, c'est-à-dire c'était ces petits feuillets comme vous voyez à l'écran, puisque c'est celui-là en question, et qui étaient distribués dans les foires, etc., etc. Donc en 1532 paraissait à Lyon les grandes et inestimables chroniques du grand et énorme Gargantua, ouvrage destiné à être vendu par des marchands ambulants à un public populaire et qui s'inscrit dans un véritable micro-genre de chroniques gargantuines dont il nous reste 7 titres. Donc en fait, il y a déjà un premier passage à l'écrit de tradition orale préexistante. Ces chroniques gargantuines greffent la légende populaire du géant sur la légende arthurienne, encore vivante, notamment dans cette littérature de colportage. Et elle va continuer, hein, en fait, la littérature de colportage va suivre une chronologie tout à fait différente de la chronologie de la littérature officielle. Et jusqu'au XIXe siècle, il y a des colporteurs dans les campagnes qui continuent à imprimer et à diffuser ce type de texte. D'ailleurs, au Brésil contemporain, il y a encore cette industrie et cette tradition. Et en Espagne aussi, elle a duré assez longtemps dans le XXe siècle. C'était vraiment les endroits où il n'y avait pas ni des librairies, ni des endroits où se procurer des livres. Et donc, c'était vraiment cette tradition qui s'est perpétuée. Donc, la tradition arthurienne va incorporer, alors de façon souvent parodiée et souvent subvertie. Alors, c'est très intéressant aussi de voir que les parodies de la légende arthurienne précèdent non seulement Rabelais, mais aussi le Quichotte de Cervantes. Donc, il y a une longue tradition de parodie du legs arthurien. Donc, faisant fi de leurs variantes et reprenant pour l'essentiel les premières versions, ces chroniques racontent, en termes généraux, l'histoire des parents de Gargantua, donc Grand Gosier et Galemelle, créés par l'enchanteur Merlin avec des ossements de baleine, en utilisant respectivement du sang de Lancelot et des rognures d'ongles de Guenièvre sur le plus haut sommet de l'Orient. Ils engendrent Gargantua,
comme tu as un beau-fils, selon un verbe grec, donc une fausse étymologie parodique, que Merlin leur commande d'envoyer à la cour du roi Artus, quand il aura 7 ans, en suivant une grande jument qu'il a aussi créée à cet effet et qui connaîtra le chemin. Le moment arrivé, ses parents l'emmènent en Occident à la recherche de la cour d'Arthur, en Grande-Bretagne. L'énorme jument déboise la Champagne en se débattant avec sa queue contre les piqûres de mouches, créant la Beauce. Les paysans bretons veulent piller les provisions des géants, mais menacés par Grand Gosier, ils doivent l'apaiser avec 2000 vaches. Avant de traverser la mer, les géants déposent les roches qu'ils portent sur leur tête et créent le mont Saint-Michel et Tombelaine, où, pris de fièvre, ils en meurent et ils sont enterrés. Après le deuil de ses parents, Gargantua va visiter Paris, où les Parisiens se moquent de sa taille. Il emporte les cloches de Notre-Dame pour les pendre à sa jument en guise de rétorsion. Les Parisiens se font restituer les cloches contre 300 bœufs et 200 moutons pour son dîner. Il repart faire son deuil sur le rivage, où il rencontre Merlin, qui le transporte par les airs en Grande-Bretagne, où il est reçu par le roi Arthur, qu'il défend en combattant ses ennemis, les épouvantables géants Gos et Magos, héritiers des mystérieux Gog et Magog bibliques, puis les Irlandais et les Hollandais qui attaquent Londres. Donc là, fusion aussi du passé mythique arthurien et du présent avec les conflits géopolitiques du XVIe siècle qui se greffent donc sur le récit soi-disant médiéval. Grâce à Merlin, l'armée de Gargantua traverse la mer sur une nuée noire et assiège la ville de Reboursin. Le roi fait une sortie avec 500 hommes. Gargantua en ramasse 310 dans ses chausses et ses manches qu'il donne prisonniers, sauf un qui meurt asphyxié par un pet du géant. Lors d'une trêve, Gargantua s'endort dans une vallée. Les hommes de la ville partent le tuer dans son sommeil et, croyant dévaler, tombent par mégarde dans sa bouche ouverte, où ils sont noyés quand il boit l'eau d'une rivière qu'il met à sec. Ensuite, le géant tue 100 210 ennemis avec sa massue, parodie des nombres hyperboliques des ennemis dans les chansons de gestes et les récits chevaleresques. Il prend le roi et 50 grands seigneurs prisonniers et les met dans sa dent creuse qui contient un jeu de pommes pour les distraire. Donc un jeu toujours sur les échelles qui se magnifie au fur et à mesure. Donc ce n'est pas seulement plein de monde qui entre dans sa dent creuse, mais à l'intérieur, il y a encore un jeu de pommes qui était déjà très populaire à l'époque. À nouveau transporté par enchantement par Merlin auprès d'Arthur, il doit affronter Rince-Godet, un géant qui détruit le pays et le provoque pour venger les Goths et Magots. À l'issue du combat épico-burlesque, Gargantua le plie et l'emmène mort dans sa gibecière à la cour avec d'autres ennemis qui escomptaient sa capture. Il devra alors affronter puis donner chasse à Gallimassue. Après ces nombreux exploits, Merlin, Houguin la fée, Morgane et Mélusine, selon la version, transporte Gargantua au pays des fées, où il jouira de l'immortalité, comme Arthur d'ailleurs. En rattachant donc à la matière de Bretagne des thèmes folkloriques d'origine obscure, les rédacteurs de cette littérature de colportage modèlent ces matériaux sur les schémas les plus sommaires des récits d'exploits. Le héros, au terme d'un parcours jalonné d'incidents légendaires, comparé devant le roi, fait preuve de sa force, reçoit ses armes, extermine une troupe d'ennemis, obtient en récompense une livrée, part détruire d'autres ennemis, et ainsi de suite. Donc, c'était le chemin des textes, soit chevaleresques, arthuriens, soit les chansons de gestes qui fonctionnaient sur ces itérations épiques. Donc, à chaque phrase, la taille, la force ou la voracité du géant sont détaillées en hyperbole, le plus souvent burlesque. Mais plutôt qu'une parodie des romans de chevalerie alors à la mode, comme on peut le voir dans un inventaire, donc les historiens, pour calibrer la popularité d'un thème, d'un sujet, d'un livre, d'un genre, ils n'ont pas toujours les moyens dont dispose donc l'historien de la modernité, mais ils trouvent parfois des perles. Alors, ils ont trouvé un inventaire donc, par un certain Jacques Legros, donc l'inventaire de mes livres à lire,
il avait écrit donc dans une note les livres qu'il voulait lire, qu'il avait encore à lire dans sa librairie ou en se les procurant. Et c'est très curieux parce que là, on a vraiment le portrait type de ce qui se lisait encore au début du XVIe siècle et qui était soit des rééditions de textes médiévaux, soit des amplifications, des transformations, des modifications. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que un demi-siècle avant le Quichotte, nous avons ce Jacques Le Gros, bourgeois de Paris, qui est déjà un personnage de lecteur omnivore de matière de romans de chevalerie, et il préfigure tout à fait donc Alonso Quijano, qui deviendra fou à la lecture de tous ses livres et qui donc deviendra le Quichotte. Et donc c'est intéressant de voir que déjà dans les chroniques gargantuines, il y a les éléments de parodie, très différents évidemment de ce que va faire Cervantes, mais un même intérêt pour la subversion de cette matière qui est encore très populaire, mais qui est de plus en plus anachronique, puisque justement on est dans la Renaissance et que bien qu'il faille se poser la question qu'est-ce que la Renaissance voulait dire en 1533 pour quelqu'un comme Jacques Le Gros, ou comme les rédacteurs et lecteurs des chroniques gargantuines, mais le fait est que les institutions ne sont plus du tout les mêmes que les institutions féodales évoquées dans ces textes. Donc l'anachronisme va produire aussi un certain décalage, et ce décalage va être soit dans le sens de la poétisation, de la fantaisie, un peu comme ce sera le cas beaucoup plus tard pour Tolkien, etc. Et ce qui est déjà le cas, par exemple, dans le Roland Furieux de l'Arioste, soit dans le sens d'une parodie. Le décalage crée soit l'impression d'un émerveillement d'un monde autre, comme la fantasy, soit le côté parodique. Donc, plus qu'une parodie comme telle des romans de chevalerie, ce qu'on voit dans les chroniques gargantuines, nous dit Tournon, c'est la transposition d'une série de prouesses sur le registre gigantal. Si la thématique est différente, le code, réduit à ses linéaments, reste intact. Et c'est là aussi la grande différence avec le Quichotte, puisque dans le Quichotte, la subversion, elle, va être totale et radicale par rapport à cet univers-là. Alors que dans Gargantua, ce qu'on a tout simplement, c'est le décalage grotesque de par le gigantisme. Pourquoi écrit-on en ces années les exploits d'un géant qui, dans la plupart des cas, se bat pour défendre le roi Arthur, demande mon ancienne collègue Alicia Higuera. On a pensé que l'annexion définitive de la Bretagne à la France en 1532 a pu susciter un nouvel intérêt pour la Bretagne, ou que la nouvelle menace turque, après la conquête de l'île de Rhodes par Soliman II le Magnifique, a créé un nouvel engouement pour les histoires de géants luttant contre les Goths assimilés implicitement ou explicitement aux Sarrasins ou aux musulmans. On a également supposé que les grandes inestimables chroniques étaient peut-être une réécriture ironique des grandes chroniques de Bretagne d'Alain Bouchard, dans lesquelles Arthur est le grand conquérant de la Gaule. Une réaction nationaliste aurait transformé le géant gargantua tiré du folklore français en champion indispensable d'un roi Arthur faible, un personnage auquel le roi d'Angleterre, Henri VIII, était heureux de s'identifier. Donc justement, le fait qu'Henri VIII réclamait Arthur comme figure légendaire, modèle de la monarchie britannique à laquelle il voulait donc s'identifier, fait que Arthur est minimisé littéralement et dans les chroniques gargantuines. De fait, Gargantua reçoit dans ses chroniques des nombreuses caractéristiques traditionnellement liées à Arthur. Tous deux sont engendrés grâce à l'intervention du magicien Merlin et sont transportés à la fin de leur jour au pays des fées. Ceci s'inscrit dans la mythologie nationaliste française qui émerge au XVIe siècle, à une époque de fort antagonisme entre les différents États d'Europe occidentale, France, Espagne et Angleterre notamment, surtout à partir de 1560, lorsque disparaît la volonté internationaliste ou du monde européiste d'humanistes comme Erasme, dont on a déjà un peu parlé. Donc, le succès considérable de ces chroniques
Il a été plus vendu par les imprimeurs en 2 mois qu'il ne sera acheté de Bible en 9 ans, écrit ironiquement Rabelais dans son prologue à Pantagruel. C'est ce succès donc qui aurait pu motiver l'imprimeur à commander un ouvrage similaire à un médecin humaniste, disciple d'Érasme et traducteur d'Hippocrate et de Galien. Donc une figure tout à fait de la Renaissance, de la haute Renaissance, de la Renaissance savante, et donc un imprimeur qui lui aurait proposé cette commande qui est vraiment destinée à un public plutôt populaire, celui donc de ces feuilles volantes de la littérature de colportage. Et Rabelais va se prendre au jeu et créer quelque chose de tout à fait différent. Donc ce sera Pantagruel, roi des dipsodes, restitué à son naturel avec ses faits et prouesses épouvantables composés par feu Monsieur Alcofribas, abstracteur de quintessence, paru en 1532, donc vraiment dans le sillage, à des mois près, vraiment, des grandes inestimables chroniques. En s'intégrant dans le sous-genre des chroniques gargantuines, Rabelais hérite d'un pacte de lecture. Le public auquel il s'adresse demande à l'auteur de mettre en scène les personnages qu'il connaît déjà, écrit Ménager, car son plaisir est fonction d'une attente que l'auteur doit combler. Rabelais devra donc satisfaire à ces exigences implicites tout en innovant. De cette matière qu'atteste le prologue, le terme est très important parce que vous savez qu'au Moyen-Âge, la notion d'originalité, etc., telle que vont la créer les romantiques, n'existait pas. Et l'originalité, c'était tout simplement dans la manière de traiter une matière préalable. Et donc, c'était les 3 grandes matières du Moyen-Âge, donc la matière antique, la chute de Troie, en référence au texte post-homérique, les chansons de gestes et la matière de Bretagne, la matière arthurienne. Donc là, ça, c'est une nouvelle matière, si l'on veut, donc qui s'est créée à l'intérieur de la matière de Bretagne. De cette matière qu'atteste le prologue, Rabelais hérite plusieurs personnages, mais aussi le cadre de la narration de leurs exploits, enfance, éducation, prouesse, et de même certains motifs tels que le déluge urinal. Il abandonne toutefois le contexte arthurien dont il ne subsistera que la translation au pays des fées par Morgue, comme feu jadis Ogier et Artus, et la référence aux preux astreints à des besognes misérables dans le monde à l'envers, d'un enfer de carnaval. Pour ce qui est des codes chevaleresques, le Pantagruel incorpore à ce schéma des éléments hétérogènes. Dans la mesure où il se rapproche des chroniques, il les parodie et parodie encore leurs références au monde chevaleresque, écrit Tournon. Dans le premier tiers du livre, pas de combat, mais de joutes intellectuelles ou des farces. Ensuite, la guerre contre les dipsodes enrôle des géants semblables aux gosses et magos des chroniques, mais les grands coups sont remplacés par des mauvais tours, pièges à feu ou inondations d'urine, et après un duel épique où Pantagruel abat son adversaire d'un coup de pied et s'en sert comme d'une massue pour assommer les autres, la conquête de la dipsodie, achèvement glorieux, est escamotée. Ce parti pris de dérision et d'altération semble confirmer une hypothèse traditionnelle. Désirant divulguer des idées humanistes par la littérature de colportage, Rabelais aurait pris soin de ridiculiser le cadre fabuleux qu'il empruntait pour que transparaissent nettement dans les fissures de cette gangue les fragments de son message. Donc là, c'est une interprétation qu'au fond, Rabelais se prête au jeu d'écrire un roman populaire, bien que le terme n'existe pas encore, mais dans un but de transmettre donc des idées humanistes, dont certaines assez subversives, comme le public ne va pas se laisser de se surprendre ou d'apprécier ou de censurer, critiquer. Donc, par exemple, la célèbre lettre de Gargantua à son fils, qui est tout un programme humaniste qu'on a déjà un peu évoqué, ou la prière de ce dernier, la prière de Pantagruel. Donc, juste avant les bouffonneries
de la bagarre gigantale qui résume en une page les conceptions évangélistes des devoirs du prince, de l'irénisme religieux et du retour à une prédication apostolique débarrassée de ses excroissances doctrinales ou légendaires. Donc, c'est une prière très importante puisque avant la bataille, il y a donc cette réflexion très humaniste sur tous ces éléments dans la lignée du pacifisme d'Érasme. La subversion des valeurs guerrières et chevaleresques convient à la fois à un public bourgeois et populaire qui est fatigué des ruineuses guerres d'Italie et au pacifisme qu'Érasme et ses disciples, depuis plus de 20 ans, s'efforcent de propager dans la chrétienté. Le souci de privilégier ainsi un plus haut sens justifierait les inflexions ironiques du récit, destinées à discréditer la fiction héritée des chroniques et offerte en leurre aux naïfs. Donc, c'est une hypothèse de comprendre ça comme l'utilisation par un humaniste de cette matière populaire afin de divulguer des réflexions parfois subversives. Mais le jeu est plus complexe, nous dit Tournon. Les bouffonneries atteignent et compromettent le message en même temps que son support. Le roman est conçu de manière à confronter sagesse et folie, faribole et enseignement, non par antithèse, mais par sollicitation mutuelle. Donc il y a une dynamique plus complexe. Ainsi, le premier chapitre sur l'origine des géants est prétexte à une fantaisie vétérotestamentaire, donc par rapport à l'Ancien Testament. Rendue fertile, contrairement au texte scripturaire, par le sang d'Abel, la terre produit des nèfles, belles à l'œil et délicieuses au goût, comme le fruit défendu de l'Éden. Ceux qui en mangent vont grossir démesurément tel ou tel membre. Certains enflent de tout leur corps et inaugurent la lignée des géants qui se succèdent en nombre égal à celui des ancêtres du Christ pour donner finalement naissance à Pantagruel. Et alors, on voit là qu'on est dans un territoire un peu polémique et délicat pour l'époque. Il s'agit d'une réécriture burlesque de la Genèse, où la chute et ses conséquences sont remplacées par une parade de corps grotesques et de géants de carnaval. D'ailleurs, on sait par exemple que Gargantua était déjà une figure du carnaval avant les chroniques gargantuines. Donc, le, 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 le fait que la culture populaire avait non seulement des récits autour de ces créatures qui circulaient de bouche à oreille, mais qui avait déjà aussi une sorte de dramaturgie latente ou de rituel populaire autour des Gargantua, comme par exemple à Limoges, on a la date, on a la preuve que des Gargantua figuraient dans le carnaval de Limoges, donc à la fin du XVe siècle. Donc, l'histoire d'Adam et toute la descendance d'Adam, etc., est transformée par une descendance grotesque de géants dont les noms sont empruntés à la Bible, à la mythologie, aux romans médiévaux et aux contes de nourrices. À la place du drame originel, une farce du créateur. Et donc, on voit bien qu'il s'agit non pas d'une contestation radicale, frontale du récit biblique, mais qu'il s'agit d'une variation ironique, comique, etc., comme on pouvait la trouver justement dans le carnaval, dans les pratiques du carnavalesque populaire. À la fin du roman, le conteur pénètre dans la bouche de Pantagruel selon un motif folklorique déjà exploité dans les chroniques. La bouche prend successivement les dimensions d'une basilique, d'un continent, avec ville, royaume, forêt et montagne. L'explorateur y découvre un paysan qui se doute de l'existence d'un autre monde où il y a soleil et lune, mais reste convaincu que celui qui l'habite est plus ancien. Les repères spatiaux et temporels sont ainsi brouillés par l'interférence entre deux univers de fiction, sans démarcation nette, dont le second sera décrit, dit les narrateurs, dans une histoire des Gorgias, ainsi nommés parce qu'ils vivent dans la gorge de Pantagruel, mais aussi par l'allusion à Gorgias, chez Platon, le sophiste, capable de rendre indiscernable le vrai et le faux. Et on voit là qu'il y a vraiment plusieurs niveaux de sens qui se créent, parce que le motif folklorique qu'effectivement on tombe dans la bouche
du géant qui est tellement gigantesque, etc., etc. Donc, Rabelais reprend ce motif burlesque, gigantal, mais ça devient quelque chose de différent. Ça devient un nouveau monde, littéralement, c'est un continent, et là on est vraiment aussi sous l'impact de la conquête et la colonisation de l'Amérique. Ça devient aussi une sorte d'allégorie de la caverne platonicienne, et ça devient aussi une réflexion assez vertigineuse sur la pluralité des mondes habités, qui était une question que la science allait débattre assez vite dans la révolution scientifique au même moment. Et c'est la question, peut-être notre monde n'est qu'un monde parmi d'autres, etc. Donc vous voyez qu'on passe d'un motif purement populaire à des spéculations savantes à l'avant-garde des débats intellectuels de l'époque. Ces deux épisodes dérivés parmi d'autres des légendes gigantales délimitent l'espace de jeu du récit et les rapports nouveaux qui s'y établissent entre la culture populaire et la culture humaniste, héritière des lettres anciennes, mais aussi de l'écriture sainte. Rabelais les mélange et les contamine, de même qu'il combine de façon déconcertante les codes et les axiologies dans les propos des personnages. Et c'est ça le labyrinthe de Rabelais qui est passionnant. Il leur conserve leurs traits caractéristiques à ces personnages, mais à titre de repère, pour que le lecteur se laisse dérouter à bon escient. Ainsi se crée un mythe, mais un mythe ironique, écrit Tournon. L'emploi du pseudonyme Alcogribas, que vous voyez dans le titre, doublé de l'intrusion du conteur à deux reprises dans sa fiction, marque cet écart originel entre la parole autorisée de François Rabelais, docteur en médecine, et le boniment effréné qui suscite hors norme l'énigme d'un sens à inventer. Et d'ailleurs, Alcogribas, évidemment avec le préfixe al qui évoque le monde musulman, le monde des savoirs, c'est les musulmans qui ont gardé le réservoir des mathématiques, mais aussi de l'alchimie, et donc la référence donc à la quintessence dans le sous-titre de Pantagruel, donc composé par feu Alcofribas, abstracteur de quintessence, c'est un terme alchimique. Donc ce jeu tout de suite qu'il y a une alchimie du texte, qu'il y a une alchimie de la lecture, et qu'il y a un sens secret dans le texte. Alors, Pantagruel est lui aussi une créature hybride héritière de la culture populaire. En fait, puisqu'on a parlé de Gargantua, donc le père de Pantagruel, qui apparaît dans le récit de Pantagruel, mais Pantagruel lui-même a aussi des origines populaires. Pantagruel est un diablotin, en fait, qui apparaît dans les mystères des Actes des Apôtres de Simon Gréban vers la fin du XVe siècle et qui va être souvent représenté. Donc, c'est les mystères, nous en parlerons pour le théâtre, c'était la forme théâtrale de la fin du Moyen-Âge où tout le monde participait à une sorte de liturgie dramaturgique collective qui recréait des passages souvent très apocryphes des épisodes bibliques et souvent en introduisant donc des éléments populaires, comiques, burlesques, etc., etc. Donc Pantagruel est souvent dans la représentation des diables. Selon la présentation qui en est faite devant Lucifer, 4 diables correspondent à l'ancienne division des 4 éléments qui forment la substance du monde. Pantagruel est l'eau, Dagon la terre, Ariote l'air et Python le feu. Pantagruel traverse les régions marines en se chargeant de sel qu'il est chargé de verser dans la bouche des buveurs, les accablant d'une soif inextinguible. Eut chez moi mes 2 diablotins, Phyton avec Pantagruel, qui de nuit viennent jeter le sel en attendant d'autres besognes dedans la gorge des ivrognes, mieux que 2 vieux diables chenus. Vous voyez d'ailleurs aussi, c'est un exemple assez intéressant. Nous parlions de comment la Renaissance avait redécouvert la mythologie ancienne. Et en fait, ce n'est pas qu'elle avait disparu, mais c'est qu'on ne la comprenait plus. Vous voyez ici des personnages tirés
de différentes traditions, comme Python, qui est une créature serpentine dans la mythologie grecque, qui ici devient un diable, Dagon, qui est une figure mystérieuse euh, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, devient aussi ici un diable, etc. Donc en fait, on voit que ce que faisait le Moyen-Âge, c'est vraiment une sorte de pot-pourri, de mélange de toutes ces sortes de réminiscences dont on gardait un peu le nom, quelques caractéristiques, mais on ne savait plus trop quoi en faire, et on les christianisait à outrance, on les transformait soit en saints, en anges, en diables, alors que la Renaissance, elle, ce qu'elle va faire, c'est de restituer à ces créatures tout leur arrière-fond original. Et ça, c'est une bonne illustration. Et d'ailleurs, donc, ce que Rabelais va faire, c'est mélanger à nouveau tout ça entre lui, sa connaissance de la mythologie ancienne et du corpus biblique et les références populaires. Avec le succès de ces mystères joués à travers la France entière, Pantagruel est devenu suffisamment populaire pour que son nom devienne un nom commun pour un mal de gorge sévère qui étouffe et empêche de parler. Donc, on voit comment le langage populaire s'approprie des figures qui sont marquantes, dont les gens ont gardé le souvenir, et qu'il applique, comme c'est le diable qui verse toujours du sel dans la bouche, etc., bah, ça va être appliqué à un type de mal de gorge. Cette signification apparaît dans un texte de la fin du XVe. Le Pantagruel le gratte, si très fort dehors et dedans, que parler ne peut, verger d'honneur. Donc, ici, nous avons une représentation donc d'un mystère de cette époque-là, du 15e siècle. Donc, vous voyez que c'était donc là, il y a une représentation un peu mythifiée, évidemment, avec ces créatures, ces hommes sauvages qui encadrent l'image, mais c'est l'image d'en haut qui représente ce que pouvait être un mystère, donc avec le public qui mélange un peu avec les acteurs, les grands tréteaux, euh, le jeu qui prend donc appui sur des figures traditionnelles, mais mélange des éléments grotesques et populaires. Vous voyez ici un des tortionnaires de la Sainte Apolline qui a l'air de se torcher le derrière en signe d'humiliation ou d'insulte. Et vous voyez aussi un diable un peu plus haut sur la gueule de l'enfer, donc à gauche, représentation typique des mystères qui opposent le paradis, donc d'un côté, à la gueule de l'enfer de l'autre. Rabelais, grand amateur des théâtres médiévaux de mystère et de farce, connaissait les caractéristiques de ce personnage, auquel il fait allusion dans le titre de son œuvre, en faisant le roi des dipsodes, ce qui est une ironie puisque, enfin, c'est une multiple ironie, puisque c'est le personnage qui les oblige à boire et qui est érigé lui-même en roi donc, de ce collectif. Il exploite à plusieurs reprises cette propriété qui lui est propre. Au chapitre 24, avant que Pantagruel ne vienne au monde, une quantité exorbitante de sel et de produits désaltérants sortent du ventre de sa mère. Au chapitre 6, il punit le pédantisme de l'écolier en le prenant à la gorge et en lui causant quelques années plus tard la mort de Roland, c'est-à-dire la mort de la soif. Au chapitre 7, lorsqu'il donne un réveil à Orléans en faisant sonner la vieille cloche qu'il a réussi à faire sortir de terre, tout le vin de la ville est piqué, de sorte que la nuit suivante, ceux qui ont bu ces vins altérés s'en vont en disant « Nous avons du Pantagruel et avons les gorges salées ». Pantagruel provoque une soif inextinguible chez la sage Thomaste, venue d'Angleterre pour débattre avec lui, chapitre 18, et dans son combat contre Loup-garou, il verse plusieurs barils de sel dans sa bouche, son nez et ses yeux. Son adversaire le menace en disant « Jamais tu ne altéreras les pauvres gens ».
Pantagruel se termine par une allusion plaisante à la légende du petit diable des mystères, lorsque le narrateur annonce dans le dernier chapitre une suite de l'œuvre, dans laquelle, parmi de nombreux autres exploits, il racontera comment il combattit contre les diables et fit brûler 5 chambres d'enfer, et mit à sac la grande chambre noire, et jeta Proserpine au feu, et rompit 4 dents à Lucifer et une corne au cul. Vous voyez là aussi un mélange entre mythologie païenne, donc Proserpine, reine des enfers, et Lucifer, donc le diable chrétien, qui sont vraiment juxtaposés, et là aussi des éléments qui étaient sensibles pour l'époque, puisque c'est une manière non seulement de se moquer de l'enfer tel que le représentaient les sermons chrétiens, mais aussi de créer une sorte d'hybridation, de syncrétisme entre les croyances ridiculisées par les chrétiens des païens et les croyances chrétiennes elles-mêmes. Donc, là aussi, ça se prêtait à différentes lectures et ça peut être vu comme une sorte de parodie dans une tradition, somme toute, chrétienne, mais qui prend les sujets chrétiens un peu comme dans le carnaval, comme des sujets d'inversion, mais ça peut être aussi vu comme carrément une sorte de déconstruction humaniste des croyances chrétiennes. Et ça va être tout un débat. Nous avons déjà évoqué Lucien Febvre, son livre sur l'incroyance et la religion de Rabelais, et ça continue à faire couler beaucoup d'encre, parce que c'est tout le problème de l'interprétation aussi de l'humanisme et de la Renaissance qui est en jeu. Par ailleurs, Rabelais s'amuse de la consonance même du nom, qu'il explique plaisamment en le divisant en pantin, qui est grec pour tout, comme panthéisme, et gruel, agaréen pour assoiffé. Donc, c'est le jeu entre la vraie étymologie et la fausse. Car pantin en grec vaut autant à dire comme tout, et gruel en langue agarène, donc inventée, vaut autant comme altéré, voulant inférer qu'à l'heure de sa nativité, le monde est tout altéré. Dans l'esprit de son père qui lui donne ce nom, celui-ci possède aussi, comme souvent au Moyen-Âge, une valeur prophétique, voyant en esprit de prophétie qu'il sera quelque jour dominateur des altérés. Mais de quelle royauté et de quelle soif s'agit-il au juste? Pente des cris ménagers. Pantagruel est-il le maître d'une confrérie de joyeux buveurs, ou bien celui des hommes qui ont soif de la vérité? L'imposition du nom, loin de fixer ici l'identité exacte du personnage, ouvre l'espace des interprétations. Un autre grand personnage qui apparaît, c'est Panurge, avec le même pan donc initial. Rattaché par sa généalogie aussi bien aux géants de l'Antiquité, Anté, Briarée, etc., qu'à ceux de la mythologie moderne, le fracas de Folengo, Morgan, etc. Il y avait une tradition d'ailleurs, ça c'est donc le Folengo, c'est la tradition italienne qui avait déjà créé, c'est moins connu parce que ça a eu beaucoup moins d'impact par la suite que Rabelais, mais il y a une tradition italienne qui mélange la matière arthurienne, les géants, la parodie, et donc ce personnage qui est Fracas, donc ce géant, dans un texte déjà italien qui a pu aussi tout à fait, de façon très claire, marquer Rabelais. Donc le Pantagruel de Rabelais a pour compagnon Épistémon, le savoir, Panurge, la ruse, Eusténès, la force, des héros forgés sur le modèle de ceux de la Macaronée, justement de Folengo, appelé aussi Merlin Cocaille, qui venait juste de paraître. Donc, une vingtaine d'années, même pas avant. Aux deux personnages principaux, issus des deux traditions populaires différentes, culture folklorique reprise par la littérature de colportage, mystère composé par des clercs mais destiné au grand public des villes, Rabelais ajoute ainsi un autre personnage qu'il invente de toutes pièces et qui va jouer par contraste Panurge, le rusé. Celui-ci incarne d'emblée la volubilité babélienne. Il s'exprime en 13 langues, dont 3 sont imaginaires, et la hablerie, comme le récit par exemple de ses aventures chez les Turcs. C'est déjà un personnage picaresque en fait. Sorte de trickster, donc cette figure mythique
comme Loki, comme le coyote dans certaines légendes amérindiennes, etc. Le sorte de trickster carnavalesque, voire picaresque, Panurge est décrit comme un farceur acharné contre tous ceux qui, par leur fonction ou leurs vêtements, figurent la hiérarchie sociale. C'est un filou doublé d'un prodigue, organisateur de paillardises à contretemps, de procès saugrenus et de banquets à mésaventure. Se substituant par 2 fois au géant lui-même, il parodie l'exploit intellectuel, ainsi dans la dispute avec Thomaste, et l'exploit héroïque. Par exemple, dans le piège tendu aux 600 chevaliers de Dipsode, le trophée culinaire, la devise paillarde. Il bouscule ainsi, avec la complicité de son ami, ce que la logique de la fiction risquait d'accréditer, savoir prestigieux et triomphe des armes, écrit Tournon. Donc c'est une partie à l'intérieur du texte qui pousse encore plus loin la subversion, l'inversion, le carnavalesque, etc. Et qui met à mal à l'intérieur du texte certains éléments de l'humanisme lui-même. C'est pour ça que, comme le disait Tournon, ce n'est pas juste donc une sorte de message codé humaniste caché derrière des farces burlesques pipi caca poil populaires, c'est que l'humanisme lui-même est pris dans cette sorte de vertige carnavalesque. Le prologue choisi parmi les livres, un patronage complexe où l'on trouve à côté de titres imaginaires beaucoup de romans populaires tirés des chansons de gestes et largement diffusés par l'imprimerie. Robert le Diable, Fier à bras, Guillaume sans peur, Huon de Bourdeaux. Livres populaires, si on entend par là livres très lus. Livres rien moins que populaires si l'on interroge leur conception du monde et la culture dont ils se réclament. Ils prolongent en effet, et d'une façon tout à fait anachronique, la vision du monde qui était celle de la féodalité. C'est d'où le décalage dont nous parlions tantôt. On peut faire la même observation pour les chroniques gargantuines, où le géant reste l'objet de l'admiration effrayée du peuple, qu'il berne assez souvent, et son combat s'inscrit dans la lutte plus générale des forces du bien, monarchie féodale, contre les forces du mal. Au moment où Rabelais commence à écrire, l'organisation sociale et politique restreint de plus en plus les possibilités d'expression de cette culture populaire. Et donc ça, c'est très important, c'est que c'est un peu aussi une synthèse qui est aussi une sorte d'élégie, parce qu'on est en train de plus en plus brimer cette culture carnavalesque, cette culture populaire que Rabelais revendique. Mais on assiste en revanche à une carnavalisation marquée de la littérature, dont le signe le plus évident est l'œuvre de Rabelais, joyeuse contestation de toutes les certitudes officielles. Ce sens de la contestation permet peut-être de découvrir les véritables lecteurs de ce texte, dit Daniel Mélanger. Proche de Rabelais lui-même, ce sont des clercs jusqu'aux dents, mais ayant rompu comme lui avec les institutions officielles, profondément attentifs aux différents mouvements de leur temps et découvrant avec passion un moyen d'expression de leur solitude, de leurs doutes et de leurs questions, la littérature. Alors, pour ce qui est de la structure donc, du roman, nous avons donc les enfances, on l'a dit, c'est des éléments qui sont déjà dans la matière gargantuine. Donc, on a les enfances du chapitre 1 à 4. Ensuite, l'apprentissage du monde ou l'institution du prince, donc, qui reprend une sorte de parodie aussi de ce type, de ce genre de texte princier qui était vraiment destiné à l'éducation des rois, des futurs rois, et où les humanistes comme Erasme s'étaient illustrés. Donc vous voyez qu'il n'y a pas juste la parodie du chevaleresque, etc. C'est vraiment aussi la reprise, la synthèse, la contestation à l'intérieur du livre de toutes ces références. Le Tour de France des universités, 5 et 6, l'éducation de Pantagruel et les faits et gestes de Panurge, de 7 à 22, le retour en utopie, 23 à 4, les exploits, la guerre contre les Dipsodes, la descente aux enfers, chapitre 30, et le rétablissement de la paix, le châtiment d'Anarque, donc le désordre, et les projets de conquête qui ne seront réalisés que dans le tiers-livre, donc dans les derniers chapitres. Parmi les éléments donc, qui ont été énormément commentés par la critique, il y a la lettre du père, donc la lettre de Gargantua à son fils.
La pierre angulaire de l'ouvrage est la lettre donc du chapitre 8. Elle est tout d'abord un rappel à l'ordre à un fils volage qui délaisse la quête du savoir. C'est aussi un hymne à la Renaissance triomphante. Cet hymne à la paternité qui nous sauve en partie de la mort est avant tout la lettre des hommes de 1530 à la génération suivante. Maintenant, toutes disciplines sont restituées, les langues instaurées. Donc, on a repris tous les savoirs antiques, les différentes langues ont acquis leurs droits de noblesse, dont le français. Le programme culturel qu'elle délivre est en accord avec ce que l'on a retrouvé dans d'autres lettres de Rabelais. Une lettre à Erasme, la lettre à Tiraco, par exemple. Mais il est, le genre aidant, énorme. Donc, il y a un jeu ici qui est très intéressant entre la soif de savoir, l'appétit de connaissance de cette génération et de Rabelais lui-même, et le côté gigantesque, donc un côté presque prométhéen, donc qui veut tout savoir, l'astronomie, le droit civil, la biologie, la médecine, tout. Si l'on va au-delà du procédé pédagogique de l'augmentatio, l'amplification, assurément présent ici, il faut y voir non un programme obligatoire d'apprentissage, que rien ne te soit inconnu, donc une phrase vraiment qui est presque faustienne en fait. Et Faust est une des grandes figures, nous le verrons avec la pièce de Marlowe, une des figures de la Renaissance aussi. Mais la revendication d'un champ désormais libre pour qui se veut lancer dans l'aventure du savoir. C'est encore le temps où l'on peut affirmer qu'il est nécessaire de connaître le grec pour lire le Nouveau Testament et l'hébreu pour l'Ancien, avant qu'il y ait une réaction. Nous l'avions vu avec le Concile de Trente, et on dit non, non, la Bible, c'est la Bible en latin qu'on a toujours lue, donc la Bible de la Vulgate. Cette lettre, enfin, a pu faire croire que pour Rabelais, la seule immortalité était celle qui découlait de la propagation séminale. Rabelais serait donc, selon Abel Lefranc, athée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'immortalité du côté du christianisme, du salut, la résurrection, etc., mais l'immortalité, comme pour les sages antiques, de la transmission du savoir. Rabelais serait donc athée, selon Abel Lefranc, ce que va contester Lucien Febvre, d'autant que le livre lui-même commençait par une généalogie de Pantagruel qui était une parodie du Christ, le Liber Generationis Christi, et que la résurrection d'Épistémon, accompagnée de son voyage aux enfers, moquait les miracles du Christ et la descente du Christ aux enfers. À l'athéisme, Rabelais aurait donc joint le blasphème. En fait, les lectures postérieures, donc Lucien Febvre notamment, montrèrent qu'au-dessus du savoir de la paternité, Rabelais plaçait ici le règne de Dieu, mon créateur, mon conservateur, ce Dieu qui lui avait permis, malgré le péché originel, d'avoir un fils. La propagation séminale étant alors le moyen de parvenir jusqu'au jugement dernier, où toutes choses seront réduites à leur fin et période. À cette lettre fait d'ailleurs écho au chapitre 29, la prière de Pantagruel au moment d'affronter Loup-garou, capitaine de 300 géants, où il s'adresse directement à Dieu, donc mon protecteur et mon serviteur, en qui est sa totale confiance et espoir dans l'épreuve qui l'attend. Donc, comme le montre Febvre, c'est plus complexe. Mais, ironiquement, Pantagruel va aussitôt faire la rencontre de Panurge, vagabond assez peu recommandable, qui n'est pas sans rappeler les Goliards, ces étudiants pauvres du Moyen-Âge que l'éclatement des structures féodales jetait sur les routes et qui, dans leur poésie, s'attaquaient à la société et à la morale ordinaire. Ce sera notamment le célèbre Carmina Burana, donc, que Karl Orff composera à partir de certains poèmes et chansons des Goliards. Et c'est aussi la culture qui va marquer, par exemple, la poésie de François Villon. Devenu âme malivole ou damné du héros géant, il va le corrompre. Se rallier à lui, écrit Ménager, c'est enfreindre l'ordre du Père et l'ordre de Dieu, pénétrer dans le monde du vol, de la supercherie et de la sexualité cynique. Symptomatiquement, c'est Panurge qui prend la place du héros dans sa joute oratoire contre le clerc anglais Thomas. Comment un grand clerc d'Angleterre vouloir arguer contre Pantagruel et fut vaincu par Panurge. La tentation va s'étendre au narrateur, auteur, implicite, fin lui-même, puisque Panurge s'adresse aussi ainsi à Alcofribas. Mon ami, si vous voulez te rallier avec moi, nous ferions diable.
La tentation du texte de suivre Panurge, comme le fera plus tard le romancier picaresque, vivre sur ses traces dans un monde qui n'est plus ordonné ni à Dieu ni à la raison. Panurge continue à être le double du héros lors des épisodes guerriers qui sacrifient à la structure chevaleresque héritée des chroniques gargantuines. Chaque action de Pantagruel est suivie d'une action de son ombre. Panurge est l'homme aux 1000 tours, celui qui peut, par des moyens humains ou diaboliques, venir au secours du héros. Mais il va devenir bien plus inquiétant dans l'épisode où il ramène à la vie Épistémon et parodie les paroles grâce auxquelles le Christ console les affligés. Enfants, ne pleurez goutte. Panurge thaumaturge, mais dont la science puise à une source inconnue, peut-être même interdite. Encore une fois, la figure de Faust, la figure de l'alchimiste, la figure du nécromante, du nigromant, du magicien, qui est une des figures de la Renaissance aussi, et qui est une des figures possibles de l'humaniste, notamment chez Pic de la Mirandole, etc. Est-ce là une parodie blasphématoire de la résurrection christique de Lazare? Ou bien un souvenir de l'ambiguïté de la figure de Merlin, qui est le fils du diable? Est-ce qu'il s'agit alors, sinon, d'un message codé au savoir interdit dont était friande la Renaissance ésotérique, alchimique et hermétique? C'est surtout l'occasion de décrire l'au-delà, un au-delà résolument païen, sous le signe des Champs-Élysées, beaucoup plus que l'enfer chrétien, qui est en fait un monde à l'envers, quelque peu utopique, où ceux qui avaient été gros seigneurs en ce monde-ci gagnant leur pauvre, méchante et paillarde vie là-bas, inversion sociale, justice sociale rendue dans l'enfer. Au contraire, les philosophes et ceux qui avaient été indigents en ce monde, de par de là, étaient gros seigneurs en leur tour. Association, alliance presque gramscienne, alliance du philosophe marxiste Gramsci, une alliance entre l'humaniste, sorte d'intellectuel organique avant la lettre, pour reprendre le terme de Gramsci, et du peuple. La justice n'est donc réalisée que par l'invention d'un monde utopique qui est exactement l'envers de celui-ci, thème burlesque qui permet à Alcofribas d'exercer sa verbe aux dépens des puissants de ce monde, maintenant humiliés, écrit Ménager. Et ici, nous avons donc une édition assez intéressante qui va suivre sur le succès de Rabelais et qui nous rappelle évidemment les peintures de Jérôme Bosch et qui montre aussi les analogies entre l'univers codé, très complexe, très syncrétique, très carnavalesque de Bosch et l'univers de Rabelais lui-même. Donc, ce sont les songes drôlatiques de Pantagruel, texte qui est essentiellement un recueil de gravures très grotesque et très étrange, qui se présente donc comme les songes drôlatiques qu'aurait eu le géant, des figures purement oniriques. Bien, Gargantua, donc, suite au succès de Pantagruel, Rabelais revient à la charge avec la vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel, en 1535. Il s'agit à nouveau d'une épopée burlesque de géants, le titre renvoyant non sans malice au genre des chroniques gargantuennes, dont l'une des dernières en date, les chroniques admirables du puissant roi Gargantua, avait même annexé 3 chapitres du Pantagruel. Et là aussi, c'est intéressant quand on pense au Quichotte, parce que Cervantes écrit la deuxième partie du Quichotte, parce qu'il y a eu un autre écrivain qui a fait la continuation de son Quichotte. Et donc, c'est pour contester la continuation de l'autre écrivain que Cervantes reprend son personnage et il dit non, l'histoire qu'on vous a racontée comme étant la suite de Quichotte n'est pas vraie, etc. Alors ici, il y a aussi quelque chose d'assez drôle, c'est que les chroniques gargantuines elles-mêmes ont incorporé des éléments du Pantagruel de Rabelais et que par retour, Rabelais reprend donc dans le titre lui-même ce jeu intertextuel. Le roman risquait d'être ainsi réabsorbé par la geste gigantale qui l'avait perturbé. Pour dissiper l'équivoque, il fallait procéder à une annexion symétrique, inventer un Gargantua accordé avec la fiction pantagruélique. Donc reprendre son bien, si l'on veut,
et contester, au fond, la reprise simplement gigantale, burlesque, etc. Mais dès le prologue, une autre ambition se fait jour, encourageant le lecteur à rompre l'os et sucer la substantifique moelle pour découvrir dans son livre des très hauts sacrements et mystères horrifiques, tant en ce qui concerne notre religion que aussi l'état politique et la vie économique. Et donc, vous voyez que là, très clairement, dès le prologue, Rabelais affirme donc le fait qu'il existe différents sens, ce qui était le sens de l'exégétique, de l'exégèse de la Bible, qui considérait qu'il y avait 4 niveaux de sens dans la Bible. Il y a un niveau littéral et puis des niveaux symboliques, allégoriques, axiologiques ou morales. Et donc, là, c'est le transfert de ces niveaux de l'exégèse à une œuvre profane et qui plus est une œuvre burlesque, voire obscène. Par-delà les farcissures qui renvoient à la tradition populaire, l'ouvrage exposera les doctrines philosophiques, politiques et religieuses de l'auteur, les incorporant à la fiction au lieu de s'en tenir, comme dans l'ouvrage précédent, à des allusions pour un public déjà averti. De ce fait, on peut aisément lire dans le Gargantua un résumé des idéaux et des espoirs de la Renaissance à l'époque de Rabelais. Mais Rabelais n'insiste pas moins sur les données légendaires et folkloriques qu'il régénère sans les dénaturer. La tension déjà décélable dans le Pantagruel entre ces deux composantes essentielles de l'œuvre en devient plus vive et plus féconde. Donc la tension entre l'apport folklorique et populaire et le discours, la vision du monde des humanistes. Le prologue s'amuse à invoquer à la fois le banquet de Platon, sommet de la sagesse, et un catalogue parodique de livres populaires où l'œuvre est elle-même mise en abîme. Gargantua, Pantagruel, Fesse peinte, La dignité des braguettes, déploie à l'art comme commento. La promiscuité règne dans le monde des livres où voisinent les leçons sublimes et les bouffonneries, annonçant un texte qui ne prend tout son sens que dans le jeu complexe qu'il inaugure avec d'autres textes et qui exige une lectura, une lecture attentive à ce jeu dont la parodie est un aspect. Et un seul, donc on a beaucoup insisté sur la parodie, mais ce n'est juste qu'un des aspects. Le prologue postule aussi l'invention d'une catégorie nouvelle de lecteurs que son œuvre va susciter et auquel il donnera un nom issu de l'œuvre elle-même, les pentagruelistes. Et c'est assez curieux parce que c'est la création d'une sorte de communauté interprétative autour de son texte. Et évidemment, il y a là encore un aspect sulfureux parce que c'est un peu comme les chrétiens autour du livre des évangiles, les livres des évangiles du Christ, mais c'est aussi une sorte de préfiguration assez curieuse de l'univers des fandoms, au fond, et de la création de le texte créant son lecteur. C'est d'ailleurs un paradoxe sur lequel Borges reviendra. Ils ne sont pas simplement des bons Gautier et bons compagnons, donc cette idée d'une confrérie de buveurs, etc., qui est aussi une allusion à des types de sociabilité, notamment masculine, que Rabelais connaissait et qui existaient à l'époque, ces compagnonnages où les gens se réunissaient pour boire, se raconter des histoires salaces, etc., etc. Et c'est un peu ça, cette sociabilité orale que restitue aussi le texte. Mais c'est aussi les véritables lecteurs de l'œuvre, capables de la lire selon plusieurs degrés. Ils forment moins une chapelle philosophique qu'un nouveau public littéraire, héritier de plusieurs traditions culturelles. Donc, à la fois l'humanisme, mais à la fois le populaire, etc. Et c'est ce que Bakhtin va considérer d'ailleurs comme le génie de Rabelais. Alors, la structure est un peu un double du premier roman, mais quelque part un peu problématisé. Donc, on a encore la naissance et les enfances du géant, du chapitre 1 à 13, son éducation, d'abord scolastique, donc mauvaise, et ensuite humaniste, bonne, 14 à 24, ses exploits, la guerre picrocholine, les rétablissements de la paix et l'utopie de l'abbaye de Thélème. Donc, on a un peu la même structure, mais le plan n'a guère changé. C'est une fois de plus le schéma des enfances, celle du père après celle du fils, selon un procédé déjà utilisé par les remanieurs de romans médiévaux. Effectivement, les enfances des héros étaient un véritable sous-genre. On a les enfances de Charlemagne, on a les enfances d'Arthur, on a les enfances de plein de personnages au Moyen-Âge. Mais le récit mène, et on a aussi, et ça c'est très important, des textes apocryphes qui racontent les enfances du Christ. Parce qu'évidemment, sur l'enfance du Christ, entre sa naissance et le moment où il devient le Christ qui donne
la révélation du message christique, il y a vraiment un hiatus et c'est des apocryphes médiévaux qui vont raconter les enfances du Christ. Mais le récit, donc, ménage une place importante à ce que l'on est tenté d'appeler la propagande humaniste, beaucoup plus clair que dans Pantagruel. Les devoirs du prince pacifique s'opposent à la caricature de Picrochole, conquérant chimérique et atrabilaire, où les contemporains se plaisent à reconnaître Charles Quint, empereur donc d'Espagne, mais aussi d'Allemagne. Euh, et donc cette figure un peu de conquérant abusif contre lequel la France va être en guerre. Enfin, l'édification de Thélème, au terme du récit, résume les promesses des temps nouveaux et l'énigme, en conclusion, fait entrevoir ce qui les menace. Alors, pour ce qui est des enfances, dans ces nouvelles enfances du géant, le narrateur ne se contente plus de raconter les exploits qui prouvent la force ou l'appétit de son héros. Alcogriva semble avoir pris un singulier plaisir à demeurer longtemps dans l'univers merveilleux et sans responsabilité de l'enfance. Ce sont les premiers chapitres qui développent avec le plus d'ampleur la thématique carnavalesque du roman, telle que l'a définie Mikhail Bakhtin. Absorption et expulsion de nourriture mêlée à un étrange enfantement par l'oreille, tout célèbre les énergies vitales en communion avec un univers en liesse. Et le premier cri du bébé géant, invitant tout le monde à boire, comme le nom qu'il reçoit, le prédestine à l'ivresse partagée. De même, son enfance ne connaît pas d'entrave. Appétit instinctif, plaisir de la fabulation, inventaire et classement des objets selon leur aptitude à servir de torche-cul, découverte du langage poétique dans la scatologie et l'obscénité. Tout cela est complaisamment décrit par Rabelais, seul écrivain de l'âge humaniste et classique à présenter avec sympathie les pulsions anarchiques de l'enfant, en dépit des préceptes de civilité édictés par Erasme. Parce qu'en fait, pour les humanistes, comme pour la tradition classique antique et chrétienne, l'enfant est surtout une sorte d'animal sauvage qu'il faut savoir dresser. Alors qu'au contraire, chez Rabelais, il y a une apologie des bonheurs de l'enfance, donc les bonheurs scatologiques, les bonheurs de la glossolalie, les bonheurs de la découverte de l'espace, de la découverte de son corps, etc., etc. Et, et de ce sentiment enfantin de toute puissance, etc. Enfin, tout ce qui va fasciner par la suite Freud, etc., est ici exalté. Si l'imagerie gigantale reste discrète, sa signification, l'exubérance d'un corps animé des forces vives du monde, domine le texte. Et c'est là où ça devient à la fois donc quelque chose de sorte de révélation de l'univers de l'enfance, et c'est un texte important dans l'histoire du sentiment de l'enfance dans la littérature mondiale, mais à la fois donc les différents niveaux de sens. Ensuite vient le manifeste de l'éducation humaniste. Après ce paradis régressif de l'enfance, la loi du père s'affirme, d'autant que la mère est morte en donnant naissance au héros. Grand Gousier l'envoie suivre dans un premier temps l'enseignement d'un sophiste ou d'un théologien, c'était le terme dans les premières éditions, en lettres latines, maître Tubal Holoferne, nom qui est un nom connoté par des méchants, des grands méchants de la Bible, qui le rend niais, tout rêveux et rassauté à force de manuels médiévaux. Donc la parodie totale de la théologie, de l'éducation scolastique. À Paris, il est ensuite confié à Ponocrates, précepteur humaniste dont le programme pratique d'éducation est exposé au chapitre 23, un des plus célèbres, comment Gargantua fut institué par Ponocrates en telle discipline qu'il ne perdoit heure du jour. En des pages qui apparaissent comme le développement des principes énoncés dans la lettre de Gargantua dans Pantagruel. La mise en parallèle des deux types d'enseignement est évidemment saisissante. D'un côté, l'éducation scolastique fait de Gargantua une sorte d'animal malsain, dormant et mangeant trop, sale par coutume et ne prétend point d'exercice, perdant son temps et n'étudiant guère, écrit Saunier, alors que l'humanisme produit un adolescent sain et énergique, levé dès 4 heures du matin, capable de s'adonner à l'étude comme au sport, sans oublier les jeux et les exercices artistiques.
Il ne faut perdre heure quelconque du jour si l'on veut acquérir cette somme de connaissances qui assure à l'humaniste la possession de l'espace, géographique, botanique, et du temps, langues anciennes, histoire. La journée placée sous le regard de Dieu, auquel Gargantua s'adresse dans la prière du chapitre 23, illustre l'idéal humaniste d'une relation harmonieuse entre la foi et la connaissance, donc conciliant le savoir humaniste avec la foi. C'est le rêve d'Erasme. Le principe de contrainte selon lequel le pauvre Gargantua s'abrutissait à longueur d'année à copier et réciter des inepties cède la place au principe de plaisir qui régit les temps nouveaux. Plaisir fécond du disciple dont Ponocrates stimule la curiosité et l'esprit d'émulation. Le message humaniste est ainsi régénéré par l'allégresse gigantale pour indiquer de loin l'utopie d'une éducation tout en fait et en jeu. Ce sera celle de l'abbaye de Thélème à la fin du livre. Pour ce qui est de la guerre picrocholine, son origine anecdotique est très célèbre. Le prétexte est un procès avéré, donc dans la réalité, qui opposa le père de l'auteur et le seigneur de Lerne pour une affaire de pêcherie. Et donc Rabelais va utiliser une anecdote familiale pour en faire une sorte d'emblème de l'absurdité de la guerre. Mais le grandissement épique rencontre un autre support, celui de la politique expansionniste de Charles Quint, qui, soutenu par le pape, aspire à la domination universelle face à un roi de France qui ne fait que défendre les droits de sa maison. Tout cela se dit sur un fond érasmien, donc laquelle est la Pacis, d'apologie de la paix et de réflexion sur la nature du bon prince. Grand Gousier, patriarche soucieux de justice, le souverain père du peuple, tel que l'avait défini Claude de Seyssel dans sa Grande monarchie de France et Érasme dans son institution du prince chrétien. Le second roman semble bien être, jusque dans sa structure, le roman de l'ordre et du roi. C'est une raison royale qui assure finalement le triomphe de Gargantua, supérieur à son adversaire, grâce à son organisation, sa méthode, son jugement. Toutefois, l'épopée burlesque maintient ses droits dans la figure de frère Jean de Zantomur, donc des Hachis, non comme toujours ironique, puisqu'il s'agit d'un massacreur intempérant. Ce sympathique forcené a le même rôle que Panurge dans le Pantagruel, faire éclater dans la geste héroïque et les propos sentencieux le joyeux tumulte de la déraison, écrit Tournon. En l'introduisant dans son roman, Rabelais privilégie finalement l'énergumène associé aux géants civilisés. C'est frère Jean qui donne lieu à l'utopie esquissée dans les derniers chapitres. Ici, vous avez les célèbres illustrations par Gustave Doré à la fin du XIXe siècle, donc dans son édition illustrée qui est une des plus célèbres et qui évoque donc, en utilisant d'ailleurs des éléments des songes drôlatiques, qui évoquent cet univers tourbillonnant, burlesque, épique, etc. Thélème, donc l'abbaye de Thélème, créée par Gargantua à l'intention de frère Jean pour remerciement de sa belle conduite lors de la guerre picrocholine, soit ces massacres, l'abbaye de Thélème est l'anticouvent où règne l'humanisme évangéliste, écrit Boriot. Thélème désigne dans le texte grec du Nouveau Testament la volonté profonde, soustraite aux caprices des pulsions et au contrôle de la délibération. C'est aussi une contre-utopie, opposée au système de contrôle et de coercition institué ou imaginé dans l'utopie de Thomas More. Gargantua ira jusqu'à supprimer les horloges, abolissant l'emploi du temps réglé par Ponocrates. La foi s'y exprime sans les entraves que le système monastique, la règle, lui oppose. Ici, ni abbé, ni mur, ni ces cloches censées rythmer la vie de chacun et de tous. À chaque chambre correspond une chapelle. La foi est affaire privée. Les jeunes gens et jeunes filles de Thélème ont pour unique lien la sympathie empreinte jusque dans leurs usages vestimentaires, luxueux pour plaire, mais uniformisés pour ne marquer aucune préséance. Et leur relation courtoise exclut toute obligation. Ils ne se marient qu'en quittant l'abbaye. L'édifice hexagonal où ils séjournent présente en ses galeries intérieures un résumé des merveilles du monde, en images et en livres, et s'ouvre à l'extérieur sur des aires de jeu et de spectacle. L'inscription de la porte d'entrée accueille une humanité régénérée dans ce refuge et bastille de l'esprit nouveau. La devise des Télémites, très célèbre, est « Fais ce que voudras ». Cela ne signifie pas « agis selon ta fantaisie ». Certes, chacun dispose de toutes les libertés. Se délever du lit quand bon leur semblait, nul ne leur forçait à faire quelque chose, mais c'est parce que Jean Libert, bien né, bien instruit,
ont par nature un instinct et aiguillon qui toujours les poussent à faits vertueux et retirent du vice. Donc en fait, il y a une grande confiance et un grand optimisme dans l'homme et dans ses penchants naturels, contrairement à ce que prétend Luther, Calvin, etc. Le vouloir est acte de raison et la crainte ne ferait que le corrompre. Rabelais fait confiance à la générosité de la nature et la vie raffinée que mènent les pensionnaires de cette abbaye, si proche des châteaux rénaissants de la Loire, a pour vocation de renforcer pareille générosité. Elle fera des stélémites des individus libres, savants. Ils savent lire, écrire, chanter, jouer d'instruments harmonieux, parler de 5 à 6 langues et en y se composer tant en carme, en poésie, qu'en oraison, prose et surtout vertueux. À l'opposé de ces hypocrites bigots dont l'entrée est ici interdite. Donc, il n'y a pas de trace de la propension au mal que les théologiens, qu'ils soient catholiques ou réformés, protestants, imputent à l'homme déchu. Pour les Télémites, la rénovation est accomplie. Ils appartiennent à une humanité délivrée de cet art, revenue à l'innocence et à la joie du paradis terrestre, hors temps, écrit-on. On est tenté de reconnaître ici les principaux thèmes propagés à partir de 1530 par les millénaristes qui saluent l'avènement de l'âge de l'esprit où chacun vivra en communion avec le Christ sans institution ecclésiastique et sans autre règle que sa propre volonté affranchie de la loi comme du péché. Donc il y a eu un mouvement comme ça, assez transgresseur de religiosité qui, au sein des débats entre catholiques et protestants, affirme autre chose et qui est une sorte de christianisme libertaire, qui va d'ailleurs beaucoup marquer par la suite plusieurs hétérodoxies. Cela n'autorise pas à faire de Rabelais un de ces libertins spirituels. Ça a été une des interprétations qui a été donnée par les historiens, c'est qu'au fond, l'abbaye de Thélème serait proche de ces mouvements hétérodoxes, comme d'ailleurs on l'a dit pour Bosch, pour le Jardin des Délices, il y avait eu aussi à son époque une communauté. Ça retourne assez régulièrement dans l'histoire du christianisme qu'il y a des hérésies plutôt libertaires et notamment dans l'aspect sexuel, prenant l'innocence du corps comme Adam et Ève dans le paradis terrestre, etc., etc. Alors bon, on a fait de Bosch une sorte de, de, de peintre influencé par ces mouvements, comme on a fait de Rabelais un écrivain influencé par ce qu'on appelait ces libertins spirituels. Mais au fond, c'est clair qu'il connaissait ces mouvements-là, mais ça n'en fait pas nécessairement non plus les adeptes, et surtout, on ne peut pas réduire ni les tableaux de Bosch ni les romans de Rabelais à tout simplement une propagande pour ces mouvements. Mais ça montre qu'il y avait ces tensions-là qui existaient et qui prennent différentes formes selon les différents auteurs. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que Rabelais va y être associé par les critiques et les censeurs de son temps, et que les catholiques et les protestants vont interdire les livres de Rabelais, et notamment à cause de ses implications religieuses. Il suffira de constater que le Gargantua combine avec l'évangélisme érasmiste, repères et références de base, des échappées vers des horizons plus vastes, présentés comme des mirages d'avenir anticipés par une fiction au second degré, qui incite à chercher ses significations au croisement lointain des leçons de sagesse et des jeux de la fantaisie. Ce travail, nécessairement conjectural, incombe au lecteur. Pour en donner la consigne et les règles, Rabelais annexe à la description de Thélème l'énigme trouvée et fondement de l'abbaye, qu'interprètent à tour de rôle Gargantua et frère Jean. Et ici, nous avons donc le Jardin des Délices de Bosch, donc avec cette sorte d'amour libre, de communisme sexuel que beaucoup de critiques ont vu, et l'illustration par Doré de l'abbaye de Thélème, beaucoup plus sage évidemment. La fin du 19e siècle est soumise aussi à la censure, et notamment dans ses livres qui étaient destinés à ce moment-là, entre autres, c'était une des lectures des écoliers, donc double censure si l'on veut, de par le public auquel le texte est présenté.
Rien n'échappe en fait à la puissance de la contradiction, écrit Ménager, pas même Thélème, le lieu par excellence où l'on reconstruisait le monde sur des bases claires. Ce que l'on trouve dans la fondation de l'abbaye, c'est une énigme. De fait, Thélème ne semble pas seulement refuser le monde médiéval, mais aussi et surtout le nouveau monde économique de la Renaissance, dominé donc du capitalisme naissant, dominé par l'échange, la libre initiative et l'attrait des richesses. Une harmonie préétablie exclut toute rivalité et tout conflit entre les libertés individuelles dans Thélème. Le désir a disparu et avec lui l'inquiétude de l'avenir et la mémoire du passé. Thélème reste bien un couvent, c'est-à-dire un lieu où l'on refuse le monde. Il ne faudra donc pas s'étonner si dans le développement de l'œuvre rabelaisienne, Thélème n'est qu'une étape ou une illusion engendrée par un rêve de repos. Dans les livres suivants, ceux qui ont identifié la vie au mouvement et à l'inquiétude reprendront l'initiative, Panurge et Frère Jean. Ils laissent derrière eux, sans jamais se retourner vers lui, ce refuge où un roi a voulu laisser les signes de son pouvoir et où se sont recueillis les admirateurs du passé. Ce que Rabelais a peut-être de plus révolutionnaire pour son temps et encore pour le nôtre, c'est l'émancipation de la vision et de l'écriture. Au-delà de la parodie, le narrateur s'arroge des droits tout nouveaux sur sa création. Si rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à un narrateur qui règne sur son œuvre aussi souverainement que Dieu sur le monde. Ces miracles à lui, ce seront les ruptures de l'ordre naturel de l'histoire, ses coups de force, ses surprises. Telle est la manière, souverainement désinvolte, de cette nouvelle littérature, écrit Ménager. Figure la plus éclatante de tout cela, les interventions constantes du narrateur dans le récit pour s'adresser au lecteur à tout propos, afin de lui rappeler qu'il est toujours là, que c'est bien lui le maître d'un récit qui ne se poursuit que par son entremise. En fait, l'idéal narratif de Rabelais demeure profondément influencé par les habitudes de la littérature orale. C'est là un symptôme du traumatisme provoqué par l'irruption de la galaxie Gutenberg, selon l'analyse de Marshall McLuhan qu'on a déjà évoquée. Face à l'imprimé, il ne reste au conteur qu'à mimer dans un texte écrit les habitudes de la narration orale, intervention, digression, réponse à des objections supposées. Une image plus subtile de cette désinvolture, ce sont les variations des tailles du héros, préfiguration de celle de Alice au Pays des Merveilles. Le caractère infiniment variable des relations du géant avec son environnement. Si, comme dans les chroniques, sa jument abat tous les arbres de la bosse de quelques coups de queue, ou il arrache un arbre en se jouant, il peut aussi s'introduire dans les petites boutiques des lapidaires, orfèvres et tailleurs de pierreries si caractéristiques de la Renaissance. Comme le signale Auerbach dans Mimesis, qu'on a déjà évoqué, cette représentation romanesque instable engendre chez le lecteur une profonde insécurité, ne pouvant à aucun moment se reposer à un niveau de réalité qui lui serait familier. Cette instabilité se projette aussi dans l'espace, qui combine le familier, multipliant l'onomastique et la topographie de Chinon, donc la région où était Rabelais, avec l'hyperbole épique pour en souligner l'impossibilité, mais aussi défamiliariser le réel, au sens des formalistes russes, impossible d'imaginer ces armées colossales dans les petits chemins creux évoqués par le texte. Donc il y a aussi un humour tout à fait local, c'est-à-dire que pour les gens qui connaissaient la région dont Rabelais parle, ou pour les touristes qui maintenant veulent faire le tour du tourisme rabelaisien, ça existe évidemment, et on peut visiter tous ces endroits qui sont évoqués dans le texte. Là, il y a une autre source d'humour, puisqu'effectivement, Rabelais est en train de jouer avec des référents réels, ce que Cervantes fera aussi pour le Quichotte, avec la Manche, la région de la Manche, etc. Quant à Thélème, elle est à la fois juste la rivière de Loire, comme les célèbres châteaux renaissants de la Loire, et résolument ailleurs, donc l'utopie au sens étymologique, ou topos. Comment aller dans ce château, à la fois totalement visible et totalement invisible, puisqu'il demande à ses hôtes les yeux d'une certaine foi. Mieux que par n'importe quel dépaysement géographique, Rabelais définit l'utopie par son trait essentiel, la rupture avec la vision ordinaire des choses. Le plaisir du récit se marque aussi dans l'usage qui est fait de la parodie. Le texte parodique, nous dit Abastado, Claude Abastado, a un double contenu. L'un, explicite, découle du dit de l'énoncé. L'autre, implicite, est l'œuvre, l'auteur, le genre
ou le type de discours parodié. Donc, c'est toujours un discours double, la parodie. Pour bien le comprendre, il faut savoir ce qui est parodié, sinon on échappe, cet autre élément nous échappe. Ça vaut encore pour les films aujourd'hui du type Scream Movie, etc., qui parodient des films d'horreur ou des films de genre, et il faut connaître les films en question qui sont parodiés pour bien apprécier la farce, évidemment. Ainsi, la guerre pricocholine reprend tels tous les clichés du récit épique pour mieux les ridiculiser. Rabelais s'en prend au conformisme des modèles d'écriture, mais il vise également tous les langages spécialisés, coupables à ses yeux d'entraver la liberté créatrice et de figer la société en un système clos. C'est pourquoi la parodie apparaît dans le discours de Janotus de Bragmardo, comme dans le jugement loufoque de Pantagruel après la dispute de Bescu-Humveven. Elle renvoie au non-sens les modes de pensée et d'expression qui prétendent organiser le monde. Comme tel, elle est inséparable de la vision comique écrit ménager. Pour ce qui est de l'écriture, les caractères essentiels de l'écriture de Rabelais, les énoncés y sont labiles, la hiérarchie des styles et des discours est susceptible de bouleversements imprévus, la signifiance procède par surprise dans tous les sens. Les billevesées se transfigurent comme le jeu de pommes de Frère Jean qui dévoile une vérité anagogique, mais réciproquement, les plus vénérables formules peuvent perdre leur prestige en s'insérant dans un contexte de dérision. C'est ainsi que Rabelais n'hésite pas à profaner des paroles prononcées par le Christ. Nous l'avons déjà vu. Impiété manifeste envers la lettre du Nouveau Testament, mais justement Rabelais est un contempteur de la lettre, signifiant inerte, tant que l'esprit ne l'a pas vivifié. Il y a là tout un débat herméneutique très intéressant sur la lettre et l'esprit qui était déjà chez les commentateurs de la Bible et que Rabelais transpose dans son univers burlesque, comique, populaire. Rabelais exploite par ailleurs les bigarrures d'une langue non encore fixée ni épurée. C'est ça la complexité de lire Rabelais pour nous maintenant, c'est que Rabelais, c'est le dernier état de la langue française avant qu'elle soit codifiée justement par le classicisme qui viendra après. Là, c'est vraiment la langue française dans tout son potentiel, le mélange de tous ces niveaux de langue, des argots, des patois, etc., mais aussi les néologismes des humanistes. Donc, c'est vraiment un état de langue tout à fait particulier. C'est un feu d'artifice et c'est aussi ce qui a fait la fascination du langage de Rabelais chez des gens comme Alfred Jarry ou quantité d'autres. Donc, c'est une langue non encore fixée ni épurée, en osmose avec des dialectes provinciaux bien vivants et un latin encore familier au milieu lettré. On a maintes fois signalé l'extraordinaire richesse du vocabulaire rabelaisien, la propension de l'écrivain à faire proliférer les mots en kyrielles parfois démesurés, à les malaxer à l'occasion par altération ou par onomase, au point de menacer leur identité et du même coup l'identité des choses répertoriées par le lexique et des catégories qui les ordonnent. Tout exprime le refus du tri, de la hiérarchie des styles et des prétextes de bienséance ou de purisme, ce qui revient à marquer les disparates du vocabulaire, comme les disparates des registres stylistiques, des aires de référence et des matériaux culturels, mais en accueillant tout dans un langage qui reflète la bigarrure du monde et le travail perturbateur et régénérateur de l'écriture. Alors la question du carnavalex, la grande question donc introduite par le critique russe Mikhail Bakhtin en 1940, qui livre l'interprétation qui restera la plus célèbre de l'œuvre rabelaisienne dans un ouvrage qui ne sera traduit que 30 ans plus tard en français, l'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-Âge et sous la Renaissance. L'époque de Rabelais, Cervantes et Shakespeare marque un tournant capital dans l'histoire du rire, écrit Bakhtin, qui a encore alors une profonde valeur de conception du monde. C'est une des formes capitales par lesquelles s'exprime la vérité sur le monde dans son ensemble, sur l'histoire, sur l'homme. On ne peut comprendre la narration rabelaisienne qu'en étudiant son ancrage dans une culture comique populaire encore très vivante, qui trouve dans le carnavalesque sa forme la plus aboutie. Adjectif qui ne désigne pas seulement les formes du carnaval au sens strict et précis du terme, mais encore toute la vie riche et variée de la fête populaire. Celle-ci est le signe de la subversion profonde de la culture officielle et cléricale et de sa prétention à incarner la pérennité et l'immuabilité de l'ordre existant, le status quo.
L'écriture de Rabelais est profondément imprégnée par les formes et images de la fête populaire, dans le langage desquelles Rabelais a révélé sa vérité nouvelle et joyeuse sur le monde. Elle participe alors de ce souffle carnavalesque qui affranchissait la conscience de l'emprise de la conception officielle, permettait de jeter un regard neuf sur le monde, un regard dénué de peur, de piété, parfaitement critique, mais dans le même temps positif et non nihiliste, car il découvrait le principe matériel et généreux du monde, le devenir et le changement, la force invincible et le triomphe éternel du nouveau, l'immortalité du peuple. Donc c'est Bakhtin qui fait cette sorte de tirade assez lyrique en fait autour du carnavalesque et on reconnaît chez Bakhtin aussi une volonté de renouveler le marxisme et la théorie marxiste de l'idéologie et des visions dans la lutte des classes en lui donnant une autre dimension. Et là, vous avez, donc, ce n'est pas juste Rabelais qui est sensible à la fascination du carnaval, qui était vraiment une des grandes institutions de la culture médiévale et ensuite de la culture populaire à la Renaissance, puisqu'on trouve quantité d'auteurs, notamment dans les pays flamands, où c'était une tradition très forte que Rabelais connaissait, comme donc dans le célèbre combat de carnaval et de carême de Bruegel, et donc tous les détails, dont certains sont d'ailleurs très proches à des éléments de Rabelais. D'ailleurs, l'édition bilingue de Demerson contient quelques illustrations à ce sujet. Et, euh, et donc, on voit ici la ville tout entière transfigurée et transformée par les déguisements. euh. Les images qui constituent ce langage de la fête, au sens large du terme, sont empruntées au registre du corps, et du corps compris dans sa totalité sans exclusion. D'où l'insistance sur le bas corporel, ce que Bakhtin appelle le bas corporel, et ses fonctions, sexualité, scatologie notamment. Et c'est justement parce que c'est tout ce que le discours officiel chrétien euh, marquait du sceau de l'opprobre et que c'était ce qui, dans la vision, dans la cosmovision chrétienne, c'était tout ce qui avait trait à la chair, le terme de la chair, et aux faiblesses de la chair, etc. etc. Et donc, c'était tout ce qui était conspué, tabou, interdit, etc. Et donc, dans l'image grotesque du corps chez Rabelais et ses sources, un des chapitres les plus intéressants du livre de Bakhtin, Rabelais, on lit, Rabelais est un matérialiste conséquent, mais il ne prend la matière que sous sa forme corporelle. Pour lui, le corps est la forme la plus parfaite de l'organisation de la matière, partant la clé donnant l'accès à toute la matière. Dans le corps humain, la matière devient créatrice, productrice, appelée à vaincre tout le cosmos, à organiser toute la matière cosmique. Dans l'homme, la matière prend un caractère historique. Et là, vous avez donc plusieurs euh, illustrations des éléments scatologiques, donc la défécation, l'urine gigantesque qui apparaissent dans le texte et qui vont peu à peu apparaître aussi dans des illustrations plus tardives. Alors, la question de l'incroyance, pour finir. Donc, au XXe siècle, les études ravélésiennes furent d'abord agitées par la querelle de l'athéisme ou non de l'auteur. Abel Lefranc, on l'a vu, s'efforça en plusieurs préfaces données à son édition de Rabelais de rechercher la pensée secrète de l'auteur. Pour lui, quand il parodie la généalogie du Christ avec celle de Pantagruel, quand il moque le martyre de Saint Laurent avec le miracle de Panurge et les miracles du Christ avec la résurrection d'Épistémone, quant au chapitre 16, il associe la bouffonnerie et le sarcasme le plus osé à la célébration des mystères chrétiens. Son rire lucianesque, donc par référence à Lucien, le grand satiriste qui moquait les religions de son époque, à l'Antiquité. Donc son rire lucianesque cache ici des dessins étranges que personne n'avait osé concevoir pendant des longs siècles, dit Lefranc. Quant à la lettre de Gargantua à Pantagruel, elle n'envisage d'immortalité que celle qui découle de la propagation séminale, et le mot âme n'y a d'autre signification que principe de vie, souffle, ainsi qu'en usaient les Grecs, et non pas donc renvoyer au terme grec original, le pneuma, contre le terme chrétien tel qu'il s'était solidifié chez les scolastiques. De là, les accusations d'athéisme qui pleurent sur Rabelais dès le XVIe siècle, donc Calvin dans le traité des scandales,
Henri Étienne par exemple, que des catholiques. Rabelais serait donc une sorte de porte-parole d'une sorte de camp athée avant la lettre. Alors évidemment, Abel Lefranc écrit au début du XXe siècle et il est en plein dans le débat au début du XXe siècle sur la séparation de l'Église et de l'État, sur le laïcisme moderne et aussi sur l'athéisme, la légitimation de l'athéisme. Et quelque part, il est en train de projeter de façon, mais pas totalement, je veux dire, il n'est pas en train d'être purement anachronique, comme le seront d'autres des écrivains qui parlent de Rabelais. Il est en train d'étudier le texte de Rabelais, il est en train de souligner certains aspects, donc les aspects les plus blasphématoires, les plus osés par rapport à la religion, mais seulement il est en train d'en donner une explication qui est un peu conditionnée par son époque elle-même. Et en 1942, donc, le célèbre historien fondateur de l'école des Annales, Lucien Febvre, s'efforce de replacer l'œuvre de Rabelais dans le contexte des mentalités de l'époque. Donc, dans son livre qu'on a déjà cité, Le problème de l'incroyance au XVIe siècle, la religion de Rabelais, et démontre ce que l'accusation d'athéisme a d'incongru en ce siècle qui veut croire. Il s'attache alors à dégager les contours paradoxaux du christianisme de Rabelais, marqué par la philosophie du Christ d'Érasme et par l'évangélisme, qui était comme la troisième voie entre les protestants et les catholiques. Confiant dans une nature que Dieu a créée bonne et lecteur avant tout du Nouveau Testament, les évangélistes voient dans le chrétien, à la différence des réformés, un homme libéré par la grâce. La notion même de foi changera alors de signification. Au-delà de l'adhésion à des vérités révélées, elle signifiera espérance et confiance en Dieu. Alors, évidemment, là, nous n'avons le temps que d'évoquer les deux premières œuvres qui sont les plus connues aussi, célèbres de Rabelais, mais ils vont continuer, Rabelais va continuer dans deux autres ouvrages. Gargantua et Pantagruel, parodie optimiste des romans de chevalerie, voit le jour en un temps où triomphe l'évangélisme, en une époque où l'on peut penser le pouvoir royal acquis à sa cause. Et effectivement, à ce moment-là, le roi de France accueille les érasmistes et les soutient. Mais l'affaire des placards contre la messe, qui sont affichés dans toute la France, va provoquer un revirement total de l'attitude tolérante du roi, qui se détourne désormais des idées nouvelles et fait brûler Place Maubert, un imprimeur coupable d'avoir imprimé Luther. Et donc, à partir de cette affaire des placards, il y a vraiment un changement de climat intellectuel en France et il y a une répression systématique qui va s'abattre sur tout ce qui peut sembler être proche des protestants. Et donc, Rabelais va être lui-même pris par ce tournant, et donc ces deux derniers livres vont paraître au temps de la répression, donc le tiers et le quart livre. 12 années de silence romanesque suivent le Gargantua, et quand le tiers livre paraît en 1546, tout dans la narration semble avoir changé. La manière, le style, les personnages. Changement encore plus décisif, les livres suivants ne donneront plus de réponses, mais ne feront qu'énoncer des questions. Et des questions sur tout. Le langage et sa conformité avec les choses, la morale, le pouvoir, la religion. Donc on est là face à un tournant essentiel de la Renaissance. C'est aussi le tournant où va écrire Montaigne ses essais. C'est aussi le tournant où Cervantes va écrire son Quichotte, traversé par quantité d'ambiguïté aussi et de doute. On passe à un autre moment. En art, on a parlé du maniérisme, donc beaucoup plus angoissé, beaucoup plus, on l'a déjà évoqué, mais en littérature, on voit aussi ces influences. L'humanisme n'est peut-être pas mort, mais on ne respire plus le même air philosophique, écrit Ménager. Et quand les personnages partis consulter l'oracle entendront une réponse, trinch, celle-ci ne fera que les renvoyer à leur propre existence, qu'ils doivent interroger. Ainsi de la littérature, sous peine de devenir dogmatique, elle ne doit pas répondre définitivement aux questions. Elle s'attache plutôt à les formuler, en jetant dans un monde où la présence de Dieu se fait incertaine, des personnages solitaires et en rupture d'idéologie toute faite. Rabelais fera ce choix décisif dans ses 3 derniers livres. Le Pantagruel et le Gargantua regardent encore vers un monde qui est en train de disparaître, le tiers et le quart livre vers un avenir incertain, car il dépend maintenant de l'homme seul. Tel son siècle, tel Rabelais, écrivait Febvre. Chacun de ses livres scande l'un des temps d'une évolution qu'il enregistre et qu'il accélère. Pantagruel, 1532, Gargantua, 1534, deux manifestations du premier humanisme, de celui qui se croyait servi par la première réforme, la servait à son tour. Au tiers-livre, tout change.
Le Rabelais de 46 est un philosophe que les conflits des catéchismes irritent, mais n'intéressent plus directement. Et le Rabelais de 52, un gallican nationaliste. Son quart libre sert la cause du roi de France contre Rome. Elle ne défend point de credo. Ici, Puterbe l'enragé, là Calvin le démoniaque, également révoltés par leurs fanatismes rivaux, mais parfois concordants, Rabelais se détourne de leur fureur rabique et s'abîme en vrai platonicien dans la contemplation de beauté et d'harmonie. Merci beaucoup, à la prochaine.